Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de politique et pour vous parler des compromis que les hommes de pouvoir sont parfois obligés de faire pour pouvoir faire passer des lois et des styles de vie plus humains, c'est-à-dire des lois et des styles de vie permettant de limiter la souffrance des hommes. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous parler de deux individus et de la façon dont ils ont géré l'abolition de l'esclavage, l'un, ou plutôt l'une, d'une façon assez catastrophique, et l'autre brillamment. Donc je vais vous parler de Daenerys Targaryen, pour qui a suivi la série télévisée Game of Thrones, tiré du roman de George Martin, qui est un chef-d'œuvre, et en parallèle de Mohammed le prophète, qui lui est un personnage réel, et qui lui a réussi brillamment à réduire l'esclavage dans une société profondément inégalitaire qui était la société arabe du 7e siècle. Alors, bien sûr, Daenerys Targaryen est un personnage fictif, mais son histoire pour être parfaitement réelle et s'appuie bien sûr sur de nombreuses histoires réelles, et je vais vous parler un peu de la façon dont Daenerys a raté, en fin de compte, ses réformes, puisqu'elle les a passées, et tout ça s'est passé, et après, tout ça s'est transformé, en fin de compte, en une catastrophe et en une guerre civile, alors que Mohammed, lui, a réussi, en prenant la Mecque, à changer le mode de vie des gens et à limiter l'esclavage sans générer de troubles sociaux et en évitant les guerres civiles. Alors, l'histoire de Daenerys Targaryen, c'est une jeune femme noble, pour ceux qui n'ont pas suivi la série, une jeune femme noble qui a vécu un peu l'esclavage puisqu'elle a été vendue comme reine par son frère. Donc elle sait ce que c'est qu'être soumise et que ne plus être libre de sa personne. Elle prend, en fin de compte, le pouvoir d'une ville. Alors c'est la ville d'Astapor, je crois. Elle prend le pouvoir d'une ville. Elle abolit dans cette ville l'esclavage et elle part à la conquête d'une autre ville, plus grande, qui s'appelle Yunkai. Et à ce moment-là, elle est confrontée dans cette ville à l'esclavage et elle rentre en force, elle conquiert par la force cette ville. On peut voir un parallèle avec Mohammed qui conquiert la Mecque, et elle abolit par la force l'esclavage dans cette ville, fait crucifier beaucoup de maîtres et libère les esclaves. Alors, la ville, croyant devenir la reine de la ville, elle règne dessus, et en vérité, une révolte se fomente derrière, alors une révolte qui est fomentée par les membres de la confrérie de la Harpie, c'est-à-dire un groupe qui s'unit derrière la déesse qu'on vénérait dans la ville, et cette confrérie regroupe de nombreux maîtres, mais aussi leurs esclaves, ou certains esclaves qui avaient une vie mieux organisée avant l'abolition violente, d'une façon violente, de l'esclavage par Daenerys Targaryen. Donc, les maîtres déchus de leur pouvoir de maître, ne pouvant plus, en fin de compte, utiliser les esclaves comme moyen de production, et les esclaves ayant perdu leur subsistance, puisque même s'ils appartiennent aux maîtres, ils vivaient de leur travail, mais étaient, en fin de compte, nourris et logés par leur maître, même s'il leur appartenait.
Alors, cette confrérie crée une révolte, elle tente, en fin de compte, de déchoir de son poste de reine, Daenerys Targaryen. Il réussit presque, hein. C'est un bain de sang, c'est ce qu'on appelle une guerre civile interne, puisqu'il y a maître et esclave d'un côté, et de nombreux hommes libres et de nombreux esclaves libérés qui s'affrontent. Donc on voit une véritable guerre civile naître. Donc une mauvaise gestion, en fin de compte, de la situation de la ville, une mauvaise gestion économique et des lois qui sont passées en force et qui, en fin de compte, ne sont pas capables de régler la vie sociale de cette cité. Donc, Daenerys revient, arrive à combattre justement les membres de cette confrérie. C'est une lutte qui se passe dans le sang, très violente, faisant de nombreux morts. Et en fin de compte, elle impose une nouvelle paix avec des réformes qui vont aller sur l'esclavage, interdisant bien sûr l'esclavage, mais autorisant les hommes à se vendre à des maîtres pour un temps donné limité, ce qui fait en fin de compte un esclavage, mais un esclavage limité. On rentre un peu dans un monde capitaliste où l'homme vend sa force de travail sans vendre en fin de compte entièrement son corps à celui qui va profiter de sa force de production. Donc, on voit un rééquilibrage qui se fait, mais avant un déséquilibre qui a dû se rééquilibrer dans le sang et les larmes. Alors, je fais le parallèle avec Mohamed, qui lui a vécu une situation un peu similaire, puisque Mohamed a conquis la Mecque où l'esclavage faisait partie de l'économie de cette cité, elle faisait partie, l'esclavage, de l'Arabie du 7e siècle, et Mohamed voulait, en fin de compte, il y a un grand réformateur qui a fait des lois, voulait abolir cet esclavage qui était inhumain, c'est-à-dire qui entraînait la souffrance des hommes, et il a trouvé un moyen assez extrêmement subtil d'interdire, non pas d'interdire, mais de limiter l'esclavage. Alors je vais vous en parler. Donc la façon déjà dont Mohamed a conquis la Mecque est assez intelligente, puisque la Mecque est un oasis au milieu du désert avec ses palmeraies qui est riche, qui est économiquement puissante, car toutes les caravanes, donc le commerce est obligé, c'est une voie commerçante, est obligé de passer par la Mecque pour pouvoir contourner la péninsule arabique. Donc ça évite beaucoup de trajets, je sais parce que vous pouvez passer par les mers, en passant par le désert et par les oasis dans lesquels on peut faire manger et boire les caravanes. Donc bien sûr, la Mecque jouit de conserver ce point d'eau et de faire payer très cher l'approvisionnement en énergie, donc des caravanes et en eau. Donc c'est pour ça que la ville est florissante. Donc Mohamed trouve le moyen, en fin de compte, d'attaquer toutes les caravanes passant par le désert, voulant atteindre la Mecque, ce qui fait que les caravanes finissent par éviter de passer par la Mecque, et la Mecque ne peut pas défendre ses routes commerciales qui lui permettent de gagner, d'être puissante économiquement, puisque c'est très dur de surveiller un désert, avec des hordes de pillards menés par Mohamed, qui ne sont pas des guerriers qui pillent pour piller, qui sont des guerriers qui pillent à des fins, en fin de compte, idéologiques, pour conquérir une ville économique et imposer des lois et une façon de vivre que Mohamed pensait plus humaine. Alors, la Mecque se retrouve
étranglé économiquement, est obligé de céder, parce que c'est trop cher de protéger ses lois, il ne peut plus, donc ça devient moins cher pour les caravanes de contourner la Mecque. Donc la Mecque, à ce moment-là, se soumet à Mohammed. Mohammed rentre dans la Mecque, et là, à la différence de Targaryen, de Daenerys Targaryen, qui aurait passé tout le monde, ou bien une bonne partie des maîtres, par le sabre, Mohammed, lui, rentre et dit: nous allons tous vivre sous la même loi, la loi d'Allah, la loi musulmane. Donc, les hommes sont obligés de se soumettre à cette loi, bien sûr, s'ils le veulent. Il leur dit: vous êtes musulmans ou pas, vous avez perdu et vous allez avoir des problèmes. Donc les hommes se soumettent, les maîtres tenant la Mecque se soumettent aux lois de l'islam. Ainsi, Mohammed peut pacifier une ville qui était une ville qui n'était pas totalement unie, puisque les hommes, il y avait plein d'idoles, et les groupes dans la ville, chaque groupe, en fin de compte, s'unissaient derrière des idoles, ce qui fait qu'il n'y avait pas une puissance et une unité de la communauté réellement mécoise, puisqu'on adorait des idoles, on venait de partout, et chacun adorait son idole, il n'y avait pas d'unité de sentiment populaire, ce qui fait que quand les gens sont unis, en fin de compte, les peuples sont plus forts et sont plus puissants pour aller chercher l'énergie et la conserver. Donc Mohammed impose les lois musulmanes, mais pour ne pas se mettre à dos les maîtres possédant les esclaves, mais tout en voulant interdire l'esclavage, Mohammed passe une loi extrêmement subtile, qui est tout simplement celle de ne pas pouvoir mettre en esclavage un musulman, c'est-à-dire un musulman, quelqu'un appliquant les préceptes de l'islam. Alors ça peut paraître très simple comme ça, mais comme toute personne peut se convertir instantanément à l'islam, sans abolir l'esclavage, le fait qu'un esclave se convertisse à l'islam empêche l'esclave converti à l'islam d'être esclave, puisque dans la religion islamique du 7e siècle, il était interdit de mettre en esclavage un musulman. Donc on voit une conversion des esclaves, mais des esclaves acceptant, en fin de compte, de ne plus être esclaves. Il n'y a pas imposition au maître de mettre en esclavage, d'interdire, il n'y a pas imposition par l'islam d'interdire l'esclavage au maître, mais il y a interdiction de mettre en esclavage un musulman, ce qui fait que quand un esclave veut être libre, il n'a qu'à se convertir à l'islam, ce qui fait rentrer en fin de compte des fidèles dans la communauté musulmane, les musulmans devant payer bien sûr des taxes sur leur travail et devant se conformer à la vie musulmane et aux règles de l'islam, ce qui fait que la communauté s'agrandit, qu'il n'y a pas imposition aux maîtres de libérer leurs esclaves, mais il y a possibilité pour l'esclave de se libérer en devenant musulman. Façon très subtile, en fin de compte, de rendre plus humaine une société extrêmement dure qui était en partie basée sur l'exploitation des hommes et l'exploitation et l'utilisation des esclaves. Donc on ne voit que dans un système comme ça, il ne peut pas y avoir, enfin, comme on voit dans le roman de George Martin, de rébellion contre la reine libératrice qu'est Daenerys Targaryen. Il y a acceptation des maîtres, puisqu'on ne les empêche pas de faire d'esclavage, mais il y a aussi possibilité pour les esclaves de rester esclaves s'ils le veulent, et de se libérer, s'ils le désirent, en devenant musulmans, donc en acceptant de vivre avec les lois de l'islam et en acceptant
de ne vénérer qu'un seul Dieu, Allah. Donc on voit d'une façon très subtile comment Mohammed, par compromis, a doucement tenté doucement d'abolir l'esclavage, ce qu'il a réussi pendant sa vie, sans voir naître, en fin de compte, des rébellions violentes, des guerres civiles, comme on peut le voir dans le roman de George Martin, qui, même s'il est un roman, est d'un réalisme flagrant, d'un terrible réalisme, puisque il tire son roman de faits réels. Il ne fait, en fin de compte, que faire un roman avec un patchwork de faits réels qu'il met dans une même histoire. Donc, on peut voir que la façon dont Mohammed a géré un problème est une façon intelligente, avec des compromis, qui a permis d'empêcher ou de limiter l'esclavage, en permettant aux esclaves qui le désiraient d'être libres, et aux autres de rester des outils de production pour leurs maîtres, sans que les maîtres aient l'impression de perdre en puissance. Car bien sûr, les maîtres tiennent les outils de production, les outils, en fin de compte, permettant à une ville de s'enrichir et aux individus qui la composent de manger. Et si on détruit les maîtres, si terribles qu'ils soient, toute la cité part en couille et les maîtres sont déchus, mais les esclaves sont affamés. Et en plus, ça part en guerre civile. Donc c'est quelque chose que Mohammed a évité d'une façon extrêmement fine et extrêmement intelligente, en fin de compte avec la finesse que seul un prophète pourrait avoir. Alors, on pourrait aussi parler d'une autre façon dont Mohammed a géré des traditions et des rites extrêmement violents. C'est par exemple le fait que dans ces contrées arides, ces contrées pauvres, les pauvres gens tuaient souvent, pas souvent mais c'était fréquent, leurs petites filles, les nouveau-nés féminins, parce que ces nouveau-nés féminins ne pouvaient pas aider la famille à protéger la terre, ils ne pouvaient pas travailler, ce n'étaient que des femmes, des génitrices en devenir, et qu'une génitrice en devenir, dans une région à calories limitées, ce n'est pas ce qui a le plus de valeur, puisqu'on est obligé de faire de la régulation de naissance, et on ne peut pas monter d'une façon exponentielle démographiquement, puisque la zone est relativement pauvre. Donc, les Arabes du 7e siècle pratiquaient des rites cruels en tuant les nouveau-nés féminins, façon inconsciente de faire de la régulation de naissance dans un monde où la calorie était limitée. Un rite que l'on retrouve aussi, tradition terrible que l'on retrouvait aussi chez les Inuits. Donc ce n'est pas propre aux musulmans, c'est propre aux hommes qui vivent, en fin de compte, dans des zones à calories limitées, où le nombre d'habitants ne peut pas dépasser ce que la terre pauvre doit fournir pour les faire croître et les faire, en fin de compte, vivre. Donc, il a interdit, Mohammed, qui était un grand réformateur, le meurtre des petites filles, mais en contrepartie, il a dû générer un système de régulation de naissance, puisqu'on ne peut pas faire beaucoup d'enfants comme ça. La terre est pauvre, même si la Mecque est riche par l'énergie qu'elle reçoit des taxes sur les marchandises. Donc il a compensé cette loi, il a compensé, on va dire, ce rite cruel d'enterrer, de tuer les petites filles, en régularisant, en rendant très rigoureux les relations hommes-femmes, justement, et en appliquant des règles beaucoup plus strictes dans les relations hommes-femmes, les femmes perdant bien sûr de la liberté à un certain niveau, ce qui était pour compenser le fait que les familles souvent tuaient les petites filles
pour éviter une montée en surpopulation. Donc, on rend le mariage des femmes et la liberté sexuelle des femmes beaucoup plus... on limite cette liberté des femmes pour éviter les troubles sociaux, pour éviter les montées en surpopulation. Donc on les isole un peu, on les couvre et on régularise en fin de compte les relations hommes-femmes en rendant très strictes les alliances entre les jeunes garçons et les jeunes femmes, ou en vendant plutôt, ou en réglant les mariages, en donnant les femmes aux plus riches pour qu'ils puissent les entretenir. Le plus riche étant souvent un vieux qui a de l'énergie et de la puissance, ce qui fait qu'on ces personnes âgées, ces hommes riches, pouvaient avoir plusieurs femmes, et d'où le maintien de la polygamie dans ces régions-là, pas parce que les hommes sont des queutards qui veulent baiser toutes les femmes, mais parce qu'en fin de compte, on ne peut, dans une région à calories limitées, que donner les femmes, ou que les femmes acceptent de se donner, qu'aux hommes riches, ceux-ci pouvant entretenir plusieurs femmes, car ils peuvent, par leur puissance qu'ils ont sur les autres hommes, s'enrichir et nourrir plusieurs femmes en même temps. Donc un système qui peut paraître injuste, mais un système qui était déjà là avant l'islam, mais un système qui a été rendu encore plus rigoureux avec l'islam, pour la bonne raison qu'il fallait limiter les naissances et empêcher le meurtre des petites filles. Donc, on voit que tout ça, ce sont des compromis que Mohammed a dû faire pour éviter les troubles sociaux et permettre aux hommes de vivre mieux et de vivre avec beaucoup moins de violence, car l'Arabie du 7e siècle était un monde extrêmement rude et extrêmement violent, et du moins pendant la vie du prophète Mohammed, quand il a réussi à imposer son islam, la Mecque et la région sur laquelle il avait de l'influence est devenue beaucoup plus calme. Ce qui est arrivé après est en dehors, en fin de compte, de la volonté du prophète, mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder la façon dont il a joué des compromis pour stabiliser une société très cruelle et mettre au pas des hommes brutaux en les faisant vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles ils vivaient avant l'arrivée de l'ordre que Mohammed a imposé. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo pour vous parler d'esclavage et pour vous parler de compromis pour que le monde et que les hommes vivent, pour que les hommes puissent mieux vivre dans un monde où l'on change les règles pour y appliquer des règles meilleures et plus adaptées à leur temps. C'était Fred Delavier, à bientôt.